Patriarche, parlementaire chevronné, deuxième vice-président du bureau du Sénat de la troisième législature, le sénateur Alphonse Boudeneza, né le 14 mars 1944 à Inilé, dans le département de la Likwala, a tiré sa révérence le 27 février 2023. Nous vous proposons cette tribune spéciale consacrée à l'hommage à l'illustre disparu, sa vie parlementaire, sa vie politique, sa carrière administrative. Je ne suis pas seul pour animer cette tribune. Je suis en compagnie de Jonel Aoussa de Télé Congo. Bonjour. Alors, en face de nous, nous avons des membres du bureau du Sénat, des présidents des commissions permanentes, quelques sénateurs et une personnalité pour témoigner sur la vie de l'illustre disparu. Alors, bonjour à vous tous, vous qui êtes, vous avez répondu à cette invitation pour témoigner sur l'illustre disparu, donc le sénateur Alphonse Boudeneza. Une fois de plus, bonjour à vous. Alors, nous ouvrons le bal du questionnaire par le deuxième secrétaire du bureau du Sénat, M. Joseph Yedixa Dadje. Alors, comment avez-vous appris la nouvelle du décès du deuxième vice-président du bureau du Sénat, le sénateur Alphonse Boudeneza? Vous pouvez bien vous en douter, ça fait plus d'un trimestre que le moral de notre institution, globalement pris et pesant. Nous allons de douleur en douleur et vous pouvez constater que nous sommes troublés, bien troublés, puisque vous l'avez dit, un grand patriarche nous quitte après une matriarche qui est passée il y a quelques mois, et au milieu, un autre grand sénateur. Vous imaginez donc que ce n'est pas de gaieté de cœur que la troisième législature est en train d'aller vers sa fin dans 4 mois, à peu près. C'est simplement qu'on est moralement troublé. Et c'est une fois de plus une grande perte pour l'institution et pour la République. C'est une grande perte, j'allais dire. Alors, monsieur le sénateur Roger Oukoula, vous êtes aussi membre du bureau du Sénat. Vous êtes le premier questeur. Alors, comment vous vous êtes senti lorsque vous avez appris la nouvelle de la disparition d'Alphonse Boudeneza? Très mal, parce que depuis que je suis entré au bureau du Sénat, nous avons développé de très bonnes relations et l'annonce de son décès m'avait vraiment troublé. Et pratiquement, nous étions tous troublés par cette disparition d'un collègue qui était toujours là et avec qui on partageait beaucoup de réflexions. Alors, Madame la sénatrice Mounzalo, vous êtes également sous le choc. Évidemment, monsieur le journaliste, c'est un grand choc pour moi. D'autant plus que nous l'avons vu en tant que président du collectif des sénateurs d'Alicala le 20 février. C'était un lundi. Le collectif était à son chevet. Et nous avons voyagé le 22 pour Ifodlo pour une descente parlementaire. Le jour où nous revenions, c'était un lundi aussi, le 27 février, le soir même, c'est vraiment un choc. Alors, Jonel, l'émotion elle est forte. Et nous avons d'autres sénateurs qui sont sur ce plateau pour témoigner sur la vie d'Alphonse Boudeneza. Merci. Alors, patriarche, tu as su le dire, Franck, un parlementaire expérimenté vient de s'éteindre. Nous allons
nous tourner du côté du président de la commission économie et finances, M. Jean-Marie Epouma, vénérable, un parlementaire expérimenté, on a dit, s'est éteint. Vous, comment vous vivez cet instant? Oui, je vais sans doute répondre à votre question. Et avant, je pense que vous m'offrez là une occasion pour présenter mes condoléances à la famille éprouvée, à sa famille biologique, à sa famille politique. Effectivement, c'est avec beaucoup de tristesse qu'on apprend un tel événement malheureux. D'autant plus que c'est arrivé au moment où, au sein de ma commission, on venait de perdre un membre assez influent, notamment le vénérable Kintula, d'ailleurs, paix à son âme. Et on nous dit, non, mais il y a le vénérable Boudjoneza qui vient de nous quitter. C'était vraiment un grand choc. On a été vraiment bousculés. Et d'ailleurs, ça s'est ressenti au niveau de la Chambre. Parce qu'on s'est dit comment nous allons pouvoir articuler tout ça. Et c'était très dur sur tous les plans. Parce que vous allez sans doute poser ces questions. Le vénérable Boudjoneza était membre de la commission, avant qu'il n'aille au bureau, il était membre de la commission économie et finances. Et donc, c'était un grand frère qui m'était très proche et loyal. Et on aura sans doute l'occasion de faire ces évocations-là plus tard. Vénérable Georges Mongwende Balé, vous êtes sénateur de la Likwala. Celui qui s'est éteint était président du collectif des sénateurs de la Likwala. Une nouvelle qui vous a sans nul doute bouleversé, mais qu'est-ce qu'on peut retenir de la vie parlementaire de cet homme qui nous a quittés? Merci. Disons que quand j'ai appris la mort du vénérable Aboudou, j'ai eu un choc. Même si, après son retour du Maroc, je suis allé le voir, il m'a dit que Georges, j'estime que je suis à la fin de ma vie et que si je suis venu ici, c'est pour arranger mes affaires. C'est-à-dire que je savais qu'il allait mourir, mais j'ai eu quand même un choc. En tant que parlementaire, je laisserai aux autres, au DS, au PQ d'en parler. Mais le vénérable Boudou, pour moi, était un frère, était un ami, et était un camarade. La relation entre le vénérable et moi date de 1968. Quand le vénérable, alors étudiant à Poitiers, est venu à Ifondo épouser ma grande sœur Henriette. J'avais alors 13 ans. C'est là que, avec le vénérable Boudou, nous sommes connus. Donc, c'est mon frère, c'était mon grand frère. Ami, parce que, après le mariage, il est parti avec la grande sœur en France, à Poitiers. De cette union, ils ont eu 4 enfants, 3 garçons et une fille. Il est rentré de les années 72-73 et c'est en 1974 que je le retrouve. Parce qu'entre-temps, je suis admis au brevet d'études moyennes générales et je dois prendre mes cours au lycée Chaminade.
Mais je suis resté pendant 2 mois dans la maison du vénérable Boudou, à Mpila. Il est conseiller économique et financier du président Marien Ngouabi. Dans la chambre que j'occupais, dans la maison du vénérable et la grande sœur, il y avait sa bibliothèque en vrac, parce qu'il vient de déménager. Il venait de déménager. Et là, il y avait des livres de mathématiques. Et moi, je faisais la série C. J'ai rangé donc les livres de mathématiques. J'ai commencé à travailler. Et lui, il avait constaté que je m'intéressais aux mathématiques. Comme lui, il avait le bac, il avait fait un bac C et il avait fait mathématiques, on est devenu, on commençait maintenant à collaborer. Oh, attention Georges, il y a tel auteur. Attention Georges, il faut lire ça. Attention à tel exercice. Attention, attention, attention. Dans la même chambre, lui, quand il était en France, à Poitiers, il était à l'AEC. C'était un militant de l'AEC. C'est les doyens qui connaissent. Et de la FEANF. Dans cette chambre, il y avait également des journaux de l'AEC, l'étudiant noir, de la FEANF, l'étudiant noir, et l'étudiant congolais de l'AEC. Et nous lisions donc ces journaux-là avec lui. Ces journaux étaient critiques contre le pouvoir du président Marien Ngouabi. Et avec lui, on les disait. Finalement, on a établi une relation, on disait donc mathématiques et politique. Alors, vénérable Alphonse Gandia, celui qui nous a quittés le 27 dernier était pour vous un jeune, quelqu'un que vous avez également connu. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire du vénérable Alphonse Boudonéza? Regardez-moi bien. Le vénérable Boundou est mort le 27 février 2023. Je suis resté habillé comme ça jusqu'au maintenant. Je suis en deuil. Excusez-moi. Il a fait tant avec moi là. Vous savez, quand la potasse du Congo qui prend de l'eau entièrement, l'État dit, les Français sont quittés, sont partis. Comment on fait? Cherche d'autres partenaires. Il va aux États-Unis d'Amérique en 1975. Il trouve des partenaires là-bas pour reprendre la potasse. Quand il vient, il fait le rapport. Il me donne. Il vient, il dit, bon, on va poser au gouvernement. J'ai trouvé d'autres. Le gouvernement lui dit non, 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 non. C'est un domaine des Français. On ne peut pas changer. Il dit quoi? Et il vient me voir. Fais-moi une lettre, je quitte le gouvernement. Il dit non, tu es fou. Il dit non, je ne suis pas fou, mais je suis ton petit frère. Je quitte le gouvernement. Et il quitte le gouvernement. Il quitte le gouvernement. Il va faire une lettre pour démissionner. Qui démissionne? Mais vous là, vous êtes là. Il a démissionné du gouvernement. Il me laisse son cabinet. Le gouvernement me nomme maintenant directeur de cabinet là-bas et chef directeur de la SNE. SNE qui me coupe le courant là. Je gère la SNE. Et après, qui arrive? Et lui, il est parti. Il est parti jusqu'à la mort de Marien pour être nommé ceci, cela, cela. Merci, vénérable. Nous sentons que l'émotion est forte. Alors, maître, vous êtes avocat. Alors, vous avez connu l'homme. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce que vous avez retenu de la vie d'Alphonse Boudonéza? Le sénateur Alphonse Boudonéza, c'est l'un des grands dignitaires de la Likwala que j'ai connu et qui a marqué
sa vie d'un sceau que je peux dire à l'encre indélébile, le sceau de la bonté et bien de la gentillesse. Pour moi, je peux dire également aujourd'hui que Boudieneza qui nous a laissé, c'est la trace et une marque. Quand je parle de la trace, je voulais dire que par son style, c'est un politique qui marchait en silence sans faire des vagues, hein, tel que je l'ai connu. Parce que, tel que je l'ai connu, il n'avait de démêlés avec personne. Et il n'avait pas aussi d'adversaire politique avéré, que ce soit au plan national et aussi au plan départemental. Et dans la Likwala qu'il a vu naître, je pensais également que lorsqu'il y avait des discussions, lorsqu'il y avait des petits problèmes, lorsqu'il y avait des querelles, et j'ai vu le vieux Bouto, il était toujours au-dessus de la mêlée. Et c'était un père d'enfants, croyez-moi. Je l'ai connu comme un grand économiste et qu'il était également plusieurs fois directeur général, plusieurs fois ministre, président du conseil départemental de la Likwala, sénateur, grand dirigeant, président des équipes de football et de musique, ainsi de suite. Il a marqué donc les esprits dans cette terre. Et quand je parle de la marque de Boudou, c'est l'homme qui était d'une sympathie, croyez-moi, hors pair, il faut le croire. Quiconque l'approchait également ne quittait jamais Boudou sans un souvenir sorti de sa poche ou de sa bouche. Mon cas est vivant. Tenez, en 1988, en effet, jeune étudiant que j'étais, tout frais et moulu de l'université Mariam Gouabi, et je m'inscris au barreau de Brazzaville. Alors que j'étais dépourvu de moyens, fils de paysan, bien sûr, il fallait payer la tauge, il fallait payer les cautionnements, qui s'élevait à 500 000 francs cette fois, je ne pouvais pas avoir cet argent. Je ne savais donc à quel saint se vouer. Et timidement, je poussais la porte du grand Boudou, alors ministre du Commerce et de l'Approvisionnement à cette époque. Moi, curieusement aussi, les troublions ne manquaient pas, ils m'ont barré la porte, malgré mon insistance, mais il avait compris ma voix, que cette voix venait souvent parler à sa porte. Et il demandait donc à ceux qui étaient à la porte de me faire passer. Et il décida de me recevoir et de m'entendre. Et je lui conta donc mon histoire. L'histoire, c'était que j'étais dépourvu de l'argent. Il fallait, en tant que jeune avocat, il y avait des exigences. Et je l'ai vu rentrer dans sa résidence et sortir avec une enveloppe qui était aussi importante à cette époque. Et il me donna donc les 500 000 francs CFA pour régler les charges de ma vie. Et c'était pour moi un grand événement. Parce qu'à cette époque, il n'y avait pas encore la dévaluation. Les 500 000 francs, c'était énorme. C'est grâce donc au grand Boudou que toute la solidarité de la Likwala vint sur moi. Monsieur Joseph Edixia Dadje, alors comment pouvez-vous décrire la personnalité d'Alphonse Boudieneza? Vous avez noté que le vénérable, un de nos doyens ici au Sénat, Gondja, il vous a révélé ici qu'il a été son directeur de cabinet. À l'époque, il était ministre de Mines et de l'Énergie. Et je vais procéder par des repères historiques, quelques fixations, pour que vous puissiez comprendre un peu pratiquement ce que j'appelais comme un peu le trouble que j'ai aujourd'hui. J'ai mon doyen, le premier questeur, membre du bureau du Sénat, comme moi, qui sait qu'un jour, nous faisant rire, il dit, j'étais assis avec mon petit-fils et quand on passait les images du Sénat, et le petit-fils a dit, voilà le vrai sénateur. Le petit-fils me montrait du doigt. Et à lui de lui dire, mais pourquoi? Et parce que lui, il a des cheveux blancs.
Et ce que dit son petit-fils. Et moi, là, mais toi, tu n'en as pas, voilà le vrai sénateur. Et à lui de dire, mais tu rigoles. C'est mon fils. Il peut en témoigner. Nous sommes en réunion du bureau. C'est à ce titre que j'ai une grande douleur devant cette épreuve parce que j'ai une relation filiale avec le vénérable Mboudo. Filiale parce que c'est lui qui m'ouvre les portes d'Hydro-Congo. Jeune. Mais pour bien comprendre ce qui se passe, je voudrais que l'histoire retienne les enjeux qui ont découlé de la création d'Hydro-Congo. Vous avez appris ici qu'il est rentré d'Europe en 1973, mais c'est l'année du premier choc pétrolier. Dans les années 70. En 1973, c'est le premier choc pétrolier au monde et qui bouscule les économies mondiales. Si aujourd'hui il y a un décalage horaire, en France par exemple, jusqu'à destin, c'est les effets de ce choc pétrolier pour faire des gains d'économie. Et chez nous, l'État se retrouve avec un secteur où le président ne tolère pas l'augmentation des prix. Et il pense qu'il faut nationaliser les anciennes sociétés. Et prend cette décision risquée. Donc, on est dans la période où, justement, le vénérable qui nous quitte, qui est son conseiller, vit cette épreuve. Comment amortir le choc pétrolier dans notre pays? Le président Martin Ngouabi décide de nationaliser Hydro-Congo, enfin les sociétés pétrolières, mais qui fonctionnent selon des procédures de normes totalement techniques, disons, diverses. C'est l'époque où des sociétés comme Total, Purfina, Shell, Mobil, Doc gèrent. C'est les sociétés privées gèrent, Transcogaz et autres, et qui gèrent en fonction de certaines procédures non adaptées à... Ce n'est pas les mêmes, ce n'est pas harmonisé. Ainsi, il est né des structures différentes, Hydro-Congo 1, Hydro-Congo 2, pour spécifier. Mais en tout cas, la décision de nationaliser ces sociétés prises. Et qu'est-ce qui se passe? Mais la résilience de notre pays est éprouvée. Doit-on résister à ce choc? L'économie doit-elle être balancée, bousculée, déséquilibrée? Mais il y a aussi un défi de souveraineté porté par le président Martin Ngouabi, relayé par ses conseillers, dont lui. Alors donc, le pays se jette comme une forme d'immersion de notre pays dans des activités pointues comme la recherche, l'exploitation, la commercialisation, la distribution des produits pétroliers qui exigent une certaine expertise, un certain professionnalisme. Mais avec quel type de cadre? Puisque la plupart de ces sociétés utilisent des cadres expatriés. Donc un nouveau sens s'impose pour porter l'ambition de nationalisation imprimée par le président Martin Ngouabi. Un nouveau sens s'impose. Et le vénérable qui arrive à cette époque, d'abord comme ministre des Mines et de l'Énergie, et puis plus tard, après je crois que c'est avant ou après la démission, sera directeur général du Congo, ouvre les portes de cette entreprise à la jeunesse. Et imprime une politique de formation pour cette jeunesse. Mais c'est cette jeunesse qui a créé, qui a fabriqué, qui est l'ancêtre de la SNPC aujourd'hui, la Société nationale de pétrole du Congo. J'ai noté de lui qu'il ne va jamais à une réunion. Il est le seul à noter du début jusqu'à la fin. Il note du début jusqu'à la fin, avec une écriture d'une maîtrise incroyable. Je ne sais pas quand on va revoir ses archives, mais toutes les réunions, celui qui note le plus et qui vous fait des révélations, qui vous fait des rappels historiques encore très pertinents, c'était encore lui. C'est pour dire, c'est un vide, comme l'a dit le président de la commission. C'est franchement... Merci. Alors, monsieur le premier questeur,
Alphonse Boudouneza, c'est aussi une longue expérience politique parce qu'il arrive quand même au Parti congolais du travail en 1975 où il adhère. Alors, quel est votre témoignage par rapport à sa carrière politique? Bon, je peux vous dire que le camarade Alphonse Boudouneza, nous n'avons pas fait un long chemin ensemble. Nous nous sommes rencontrés réellement au Sénat. Mais nous nous connaissions dans les activités du parti, c'est vrai. Mais nous nous sommes vraiment rencontrés et travaillé ensemble au Sénat. Et c'est là où je découvre un homme très méthodique. Et vous savez, quand il prend la parole, c'est pour dire des choses qu'il a bien mûries. Et à toutes les réunions du bureau, il a toujours apporté une contribution positive, importante, toujours. Et politiquement, je pense que nous étions un peu voisins dans les idées parce que lorsque nous sommes venus nous installer dans ce palais du Parlement, je suis allé dans son bureau pour la première fois, le visiter. Et j'étais agréablement surpris de voir que nous admirions tous les mêmes hommes politiques du monde. Depuis les Karl Marx, depuis les Lénine, Mao, plus proche de nous, le Mandela. Il avait dans son bureau les effigies de plus de 22 photos, de tous les hommes politiques qui ont marqué l'histoire récente du monde, et surtout du monde progressiste. Et j'ai demandé qui avait fait ça. Il m'a montré le jeune qui avait fait ce travail. Et j'ai fait faire ce même travail que je détiens aujourd'hui dans mon bureau. Je ne les ai pas installés, mais je les ai. Et j'ai constaté que nous avions politiquement des idées proches. Vous savez, il y a en politique ceux qui ont choisi cette vie comme une carrière. Ils ne font que ça. Mais vous avez aussi des techniciens qui aiment leur travail, mais ils ont mis de la politique qui cadre avec leur façon de voir et non pas de la démagogie. Et Boudouneza n'a jamais été un démagogue. Il a toujours été franc dans le parler, mais un grand révolutionnaire. Madame la sénatrice, vous avez un complément par rapport à la personnalité d'Alphonse Boudouneza? Merci, monsieur le journaliste. Bien sûr que oui. Nous sommes arrivés au Sénat en 2008. Lui et moi, nous avons fait notre entrée au Sénat en 2008. Et en 2008, lui, il était premier vice-président de la commission santé, pendant que moi, j'étais secrétaire de la commission éducation, sciences, culture et technologie. Je vous dirais que c'est un monsieur qui était très loyal. Moi, je l'ai connu, j'étais encore au lycée. Je parlerai toujours de ce monsieur au présent. Pourquoi? Parce que la dernière fois que j'ai eu une longue causerie avec lui, une longue discussion avec lui, nous avions plénière. Et c'est sa dernière plénière. Ce jour-là, on devait attendre que l'Assemblée clôture. Et il y avait donc une pause. On s'est retirés, lui et moi. Pour la première fois que j'ai mis pied dans le bureau, dans la salle des réunions du bureau du Sénat, c'est lui qui m'avait emmené là-bas. Il dit, on va s'asseoir ici. Nous allons nous asseoir ici et pour attendre. Et à ce moment-là, il me disait des choses en forme de testament. Il m'a dit beaucoup de choses ce jour-là. Je vais retenir une chose, la plus importante, c'est un extrait de sa dernière volonté. Il me dira que
On ne pleure pas un homme qui a bien vécu. Ça, il me l'a dit. C'est vrai qu'il m'a dit qu'on ne pleure pas un homme qui a bien vécu. Il me dit, Jackie, il m'appelait Jackie. Moi, j'ai bien vécu. On ne pleure donc pas un homme qui a bien vécu. C'est vrai. C'est un extrait de sa dernière volonté. Oui, mais je ne trouve pas les raisons de ne pas pleurer ce monsieur. Ce monsieur a été pour moi un grand frère, un oncle, un ami, un confident, un formateur. C'est plus fort que moi. Je comprends que l'émotion est vraiment grande, mais vénérable président de la Commission économie et finances, le vénérable Boudonéza a également marqué ses empreintes dans la commission économie et finances que vous dirigez aujourd'hui. Des souvenirs de son passage, des archives de l'homme. Qu'est-ce qui vous a inspiré? Bon, vous savez, lorsque on organise de telles séances d'évocation, on a toujours tendance à penser qu'on ne peut dire que du bien. Non. Je pense qu'il faut dire, il faut parler vrai. Je comprends les émotions, vous voyez, il y a ceux qui les extériorisent, il y a ceux qui les contiennent. Boudo fut un patriote. Nous, on n'était pas du même bord politique. Et lorsque on s'est retrouvé à la commission économie et finances, parce qu'avant, j'étais à la commission des affaires juridiques et administratives, dont le président n'est autre que celui qui est à ma gauche. Et je les voyais toujours ensemble, et je comprends ces émotions. Parce que tout le temps, je voyais Boudonéza venir dans son bureau, et il y avait cette relation pas de familiarité, mais d'amitié. Et lorsque je suis parti de cette commission pour présider la commission économie et finances, il y a toute une histoire derrière. Parce que lui, il était déjà à la commission économie et finances. Mais vous savez qu'il y a le règlement intérieur qui dit que la Chambre doit refléter la configuration politique. C'est pour ça que je suis à la tête de cette commission. Sinon, le président, tout indiqué, serait Boudonéza. Et tenez-vous tranquille, lorsqu'il est venu, on s'est retrouvés dans mon bureau, on était deux, et nous avons parlé. Moi, je lui ai donné des assurances. Je lui ai dit, grand frère, vous savez, moi, je suis ici, je travaille pour le pays. Et Boudonéza a été loyal. Je dois avouer qu'au départ, j'avais comme des appréhensions. Est-ce qu'il n'y avait pas quelques contrariétés qui pouvaient faire qu'ils viennent avec des pas? Non. Il était vraiment très engagé et il contribuait parce qu'il aimait la chose économique. Et lorsque il est promu au niveau du bureau du Sénat, il y avait, avant d'ailleurs, il n'était que sénateur, mais il avait déjà fait la promotion d'une de ses filles. Je lui ai dit, tu peux partir, la fille va travailler avec moi. Et la fille a travaillé avec moi. Jusqu'au moment où il se retrouve au bureau, bon, la fille a été comme collaboratrice là-bas. Donc, c'est pour dire que le monsieur avait une hauteur. Et lorsque nous abordions les dossiers économiques, par exemple, là, c'était l'abrogation des conventions d'établissement du 1968, parce qu'il fallait enlever les privilèges pratiquement à
à Total qui était Elf dans le temps, ou à Eni qui était dans le temps à Jeep. Mais je me rappelle de ses conseils. Je dis, il faut aller doucement sur ces dossiers, mais il faut y aller. C'était vraiment un patriote. Et lorsque il racontait ces différentes épopées, dont son rapprochement avec le président Marien Ngouabi, malgré sa jeunesse, et j'avoue que c'était un monsieur qui était un monsieur courageux. Et je vais vous faire une confidence. C'est vrai que j'ai l'impression qu'il avait préparé cette transition-là, parce que, bon, j'ai cette impression. Parce que quand nous étions encore au Palais des Congrès, lui, il était au Maroc pour les soins. Et il a envoyé une équipe de journalistes. Et ces journalistes sont venus dans mon bureau pour me dire « Non, nous sommes en train de faire des interviews et c'est à la demande du président Boudieneza. » Je dis « Mais non, mais c'est à quel sujet ?»« Non, mais il faut faire des témoignages, qu'est-ce que vous pensez de lui ?» En fait, c'est cet exercice auquel nous sommes en train Et ça, ça m'a vraiment interpellé. Je me suis dit, et d'ailleurs, au cours de ces obsèques, j'aimerais bien retrouver ces journalistes pour voir comment est-ce qu'ils ont exploité ces éléments. Parce que c'était assez fort. Et ça rejoint ce que la vénérable sénatrice a dit ici, qu'il y a des gens qui ont bien vécu. Comme on dit, Dieu a donné, Dieu a repris. Et je pense qu'il y a une philosophie autour de cet événement, parce que cette séparation physique fait mal, mais je pense qu'en esprit, on y est toujours. Et on vit peut-être sous d'autres formes. Et je pense qu'il a préparé cet événement, je pense, en tenant compte un peu de ces différents faits. Donc, globalement, je pense que ce fut un grand monsieur. Il a bien vécu, effectivement, parce que ce n'était pas un politicien pur sucre. Non. Parce qu'il y avait la technocratie qui était là, à base. Lorsque vous aviez des dossiers, eh bien, il était très consistant et il a une expérience, que ce soit dans la gestion des collectivités. Il était président du conseil départemental à Likwala. Et quand il parle, eh bien, lui, c'était sa Likwala natale. Ah oui, il y a des moments où le chahuté même, quand il je veux parler du cas de, et nous compétitions, de la Likwala. Il dit effectivement la Likwala. Parce que, effectivement, quand on prend ce département, c'est un département qui semblait prendre du retard par rapport aux autres, que ce soit au niveau des communications physiques et même intellectuelles. Hein. Télécom et tout, ça paraissait comme si c'était une injustice. Et lui, il était vraiment aux avant-postes. Hein, c'était vraiment un exemple. Et puis bon, tout le temps, les descentes, c'était vraiment l'exemple hein, au niveau de tout le collectif de la Likwala, avec bien sûr le vénérable Gonzia, le vénérable Nzalo et les autres, parce que le vénérable Georges vient de rejoindre le groupe. Mais c'était harmonieux, c'était un exemple vraiment à suivre. C'était un monsieur, je pense, Dieu a donné, Dieu a repris. Et puis, je pense que pour ceux qui sont des croyants, c'est mettre des prières pour que son âme repose en paix. Lentement et sûrement, nous tendons vers la fin de cette tribune spéciale consacrée à l'évocation du vénérable Alphonse Boudieneza. Vénérable Alphonse Ngondia, vous avez quelque chose à dire pour clôturer cet entretien, votre mot de la fin? Bon, quelque chose à dire, c'est que je vous l'ai déjà dit que c'était un grand monsieur. Comme l'a dit le président Pouma, il faut ajouter que Bundo aimait son pays, le Congo. Et pour lui, il fallait construire le Congo. Donc, c'est pour cela qu'à tous les niveaux où il avait une responsabilité
administrative ou politique, il laissait toujours derrière lui quelque chose qui puisse, si vous voulez aider au développement du pays. Sincèrement. Écoutez, au niveau du Hydro-Congo, par exemple, vous aviez appris dans le temps, on avait eu 21 milliards de recettes de l'État versées par les sociétés pétrolières. 21 milliards. Je ne sais plus si vous aviez noté ça. Et après, on a dit que le pays n'avait plus de pétrole. C'était difficile. Le pétrole, donc les gisements partout, ça ne donnait plus rien. Undo, ministre des Mines et de l'Énergie, ensemble, et il dit non, ce n'est pas possible. Le Congo, la mer, le territoire national, on n'a pas de pétrole. Il envoie une délégation en Roumanie. Je fais partie de cette délégation avec le ministre Mwambega. Et là-bas, on va trouver la Roumanie, pays pétrolier, nous donne un expert, Savulescu. Savulescu vient ici, à Hydro-Congo. Il prend toutes les photos sismiques et tout, déposées par Elf et tout. Il analyse, il dit non, bon, il y a le pétrole partout, en mer là. Il indique les lieux à eux, les cadres d'Hydro-Congo. Mais dans la zone nord, au fleuve, la Likwala, la cuvette, partout, vous prenez un avion, vous faites tout. Monsieur le ministre, allez dire au gouvernement, on trouve un avion italien. C'est cet avion italien qui a pris des photos sismiques au nord, partout, et a déterminé que dans la zone nord, chez lui, là, il y a le pétrole. C'est Bundo, avec son directeur de cabinet Gonzi à côté, qui venait de l'URSS. Merci, vénérable Georges Mongwende Bale, votre mot de la fin. Le mot de la fin, le temps est tellement court qu'on ne peut pas tout dire. Mais je veux dire que le vénérable Boudou, c'est lui qui m'a donné le label PME. Et ce label PME m'a permis d'avoir la carte de commerçant. Je suis commerçant depuis 1989 à cause d'Alphonse Boudoneza. Fonctionnaire, commerçant. Bon. Sur le plan politique, le vénérable Boudoneza, en 2002, était président du conseil départemental. Et en 2008, il était candidat aux élections sénatoriales comme la soirée. Le Parti congolais du travail avait choisi ses candidats. Et le vénéral Boudou était candidat indépendant. Moi, j'étais son directeur de campagne. C'est à l'issue de cette élection que le vénéral Boudou est devenu sénateur. Mais quand moi, je suis candidat aux élections sénatoriales, oui, il y avait une direction de campagne dirigée par le parti, mais le vénéral Boudoneza était le directeur de campagne occulte avec
le vénérable concert. Ils se sont déplacés de Brazzaville à Ifundo pour venir faire ma campagne. Donc, si je suis sénateur, en partie c'est à cause d'eux. Je voulais rappeler ces deux faits, que si je suis commerçant, si j'ai la carte de commerçant, si j'ai le passeport de commerçant, c'est Boudonéza. Si je suis sénateur, en partie c'est... Alors, Maître Dominique, en quelques mots, qu'est-ce que vous pourrez dire pour rendre hommage à... Merci, je ne serai pas long. Je voudrais tout simplement dire que nombreux pensent qu'il suffit de mettre les restes mortuaires du vieux Boudo en terre et tout est fini. Je dis non. Non, parce que, comme aimaient l'appeler ses intimes, Boudo reste vivace et vivant aujourd'hui dans l'esprit de tous ceux qui l'ont côtoyé et l'ont approché, et dans les cœurs de tous ceux qui le connaissaient. Paix à son âme. Monsieur le deuxième secrétaire, sénateur Idrissa, alors nous avons ouvert le bal avec vous, c'est vous qui allez clôturer aussi cette tribune en quelques mots. Merci. Non, il y a quelque chose à dire. Mais le président de la Commission économie et finances l'a dit, il y a trop à dire sur le vénérable. C'était un homme transversal. Moi, je prends quelqu'un au défi. Il ne pouvait pas loger un village, une tribune, une région sur une personne, en dehors de sa Likwala natale. Je ne sais pas s'il pouvait, je ne sais pas si jusqu'au moment où il nous a quittés, il pouvait savoir de quel village j'étais. Ça, il faut le noter, et pourtant, j'ai été bien adopté. Et se préoccuper. Finalement, je suis content de ce témoignage. Le label PME dont vous parlez, j'étais le secrétaire permanent à la commission d'agrément au label PME, l'ancêtre de la commission de formalité d'entreprise, parce qu'il y avait tellement de lourdeur dans la création des entreprises qu'il avait pensé qu'il fallait permettre aux opérateurs économiques d'avoir les papiers le plus rapidement possible. Chose qui nous préoccupe en matière de cadre de climat d'affaires, d'ailleurs très cher au président Ipouma. Et il avait anticipé sur ce combat. L'ancêtre du centre de formalité des entreprises, c'est le vénérable Mboudonéza. Et il y a un témoignage intéressant. Et donc, une fois de plus, disons simplement merci à la République qui nous l'a donné, oui, qui nous l'enlève, mais avec l'héritage qu'il nous laisse, pensons qu'il y a des disciples pour en faire quand même bon usage. Et que voulez-vous, il est parti. Et que la terre lui soit légère, surtout. Alors, paix à l'âme de sénateur Alphonse Boudonéza. Merci à vous pour votre disponibilité de venir témoigner sur la vie Jonel pour cette tribune. Alors, mesdames et messieurs, vous avez compris que nous sommes arrivés au terme de cette émission consacrée à l'évocation du sénateur Alphonse. Au revoir et prochaine.